Bienvenue dans le débat de France 24. C'était la journée des dernières ce mercredi pour François Hollande. Dernière allocution officielle comme président de la République à l'occasion de la cérémonie commémorant l'abolition de l'esclavage ici en France. Dernier conseil des ministres à l'Élysée à 4 jours de la passation de pouvoir avec Emmanuel Macron. L'heure est au bilan pour le chef de l'État sortant. Quel président a été François Hollande? Pour en parler, ici même, à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Pilichowski, journaliste politique. Bonjour, merci d'être avec nous. Également avec nous, Hervé Asquin, correspondant à l'AFP à l'Élysée, depuis l'entrée de François Hollande. Vous êtes notamment l'auteur de L'Élysée selon Hollande aux éditions de l'Archipel. C'est paru l'année dernière. Denis de Montpion, vous êtes vous aussi journaliste politique, tout comme Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest, auteur d'Au cœur du pouvoir, l'exécutif face aux attentats. C'est paru chez Plomb l'année dernière. François Hollande quitte donc l'Élysée avec une cote de popularité au plus bas, vous allez le voir, de tous les présidents de la Ve République. Si l'on fait une moyenne, c'est lui qui recueille le taux d'approbation le plus faible, 25% sur l'ensemble de son quinquennat. Que retiendra-t-on de sa présidence, Hélène Pilichowski? C'est un échec où il y a quand même eu des réalisations que les Français ne voient pas forcément encore aujourd'hui. Écoutez, on aurait quand même mauvaise grâce de dire qu'il s'agit d'un échec. On l'entend tellement de toute façon. On a le sentiment aujourd'hui que si on ne parle pas de plus mauvais quinquennat, de quinquennat déplorable, catastrophique, lamentable, enfin les superlatifs volent à longueur de journée sur le sujet, alors que si vous demandez aux personnes qui profèrent de telles amabilités de citer éventuellement quelque chose de positif ou de quelque chose de négatif, de très précis, ils ne savent pas. C'est dans l'air du temps, c'est la mode de dire que ça a été catastrophique. Cela dit, je ne vais pas vous faire effectivement l'apologie du quinquennat de François Hollande, mais il y a des choses qui ont été faites. Personne ne peut le nier, avec plus ou moins de succès, bien évidemment, mais il y a surtout eu un très très grand malentendu, grand malentendu avec son électorat, ce qui était évidemment essentiel, avec sa majorité, bien évidemment, et tout ça s'est propagé au niveau de l'opinion, si vous voulez, qui fait que voilà. Mais je pense que c'est un phénomène auquel on assiste de plus en plus. Ça a commencé avec Jacques Chirac. Oui. Jacques Chirac est resté 12 ans et on dit il n'a rien fait, il ne faisait rien. C'était Nicolas Sarkozy, c'était épouvantable, il a fait le contraire de ce qu'il avait dit et finalement il n'a rien fait. Vous entendez ça tout le temps. Et là, François Hollande, c'est l'horreur, il n'a rien fait. Je vous garantis, nous pouvons prendre le pari aujourd'hui que Emmanuel Macron, ce sera la même chose. C'est comme ça aujourd'hui. Si vous ne dénigrez pas, ça veut dire que vous n'avez pas de jugement et que... Bon, voilà. Donc, dans les choses positives, on va peut-être en reparler, c'est pas moi qui vais monopoliser la parole, mais regardez, au Conseil des ministres ce matin, il y a Bernard Cazeneuve qui a pris la parole, qui a fait une anaphore pour dire 5 ans pour faire ça, 5 ans pour restaurer la croissance, 5 ans pour préserver le modèle social, 5 ans... ça fait des mois etc. Ça fait des mois que François Hollande demande au ministre d'aller au front pour vanter le bilan. Hervé Asquin, c'est la moindre des choses. Comme moi, en dernier Conseil des ministres, on est effectivement une version un peu roborative du bilan positif. C'est la règle du jeu. Record de maladresse, record d'incompétence, comme le dit la droite aujourd'hui, ou bien record d'ingratitude de la part des Français? Non, je crois que pour ce qui concerne le bilan, il y a quand même quelque chose d'objectif et qui a frappé les Français, qui les frappe aujourd'hui très directement, c'est le chômage. Et sur ce plan-là, François Hollande, là on parlait de points précis, c'est un point précis. Il y a, depuis le début de ce quinquennat, 585 000 chômeurs de plus. On va voir la courbe du chômage d'ailleurs. Donc c'est en quelque sorte, si vous voulez, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Surtout que François Hollande a annoncé d'emblée, avant même son élection, pendant la campagne, qu'il allait retourner la courbe du chômage. Si tant est qu'il l'ait fait en fin de mandat, comme il le dit aujourd'hui, c'est en fin de mandat et c'est avec 500 000 chômeurs au moins de plus. Donc ce n'est pas la même chose que de le faire en 2013, quand la situation était certes difficile, mais il y avait quand même un peu moins de chômeurs. C'est effectivement, Denis de Montpion, le critère sur lequel il faut juger. En tout cas, lui l'a demandé. Et c'était à l'aune, effectivement, de la baisse du chômage qu'il indexait une candidature à l'Élysée. Il a décidé de ne pas y aller. Ça veut dire qu'il a reconnu lui-même, d'une certaine manière, ne pas être parvenu à ce résultat sur la baisse du chômage. Je crois que François Hollande, il a été de tout temps biberonné par François Mitterrand. Et donc, il a, d'une certaine manière, voulu un peu le copier, l'imiter. Y compris dans le « on a tout essayé ». Oui, enfin, en tout cas, il a essayé les choses. Mais ce qui lui a manqué, c'est le temps. Et ce qui a échappé, c'est là où il a manqué de vision, d'ailleurs, c'est que François Hollande, en 80, a commis des erreurs. Il a fait ensuite, il a essayé de se rétablir, il y a eu la rigueur, mais il lui restait 5 ans
pour... voilà, on était sous le septennat à l'époque, donc il donnait du temps au temps. Voilà. Et c'est ce qui a manqué à François Hollande. Il y a eu 5 ans de gouvernement socialiste et 2 ans de cohabitation. Oui, bien sûr, mais quand même, ça lui a permis voilà, d'afficher des résultats et puis d'aligner une stratégie. François Hollande, il n'est pas du tout dans cette configuration-là, parce que lui a effectivement d'abord eu 2 années un peu calamiteuses, où en effet il a attendu un peu la croissance en croisant les doigts, en espérant que ça irait mieux. Et ce n'est qu'en 2014 que véritablement des décisions, d'ailleurs à l'instigation d'Emmanuel Macron, ont été prises pour relancer cette foutue croissance et faire baisser le chômage. Voilà. Et aujourd'hui, alors il y a des balbutiements, parce que c'est vrai que... C'est irrégulier. Hein. Si on fait le bilan, il y a... c'est négatif sur un plan global, voilà. Mais sur un fond tendanciel, il y a une amélioration. Baisse de 105 000 chômeurs depuis 1 an, mais sur le mois de mars, plus 43 000. Donc on est encore en dents de scie. Il n'y a pas encore de tendance claire qui s'affiche. Bruno Dive, Denis de Montpion l'évoquait à l'instant, les mesures prises à mi-mandat, le CICE, le pacte de responsabilité, des baisses de charges, alors sans conditions de réciprocité, on critiqué notamment les frondeurs à l'époque. On a préparé le terrain, d'après vous, à une éventuelle reprise. On l'a accompagné. Ou est-ce qu'on l'a vraiment provoqué, cette reprise, avec ces mesures ? Non, moi, justement, je crois que le bilan de François Hollande, le quinquennat de François Hollande, va être réhabilité petit à petit avec le temps. Ça ne restera pas comme un quinquennat extraordinaire, flamboyant, c'est certain, comme un âge d'or, naturellement. Mais je pense qu'il ne mérite pas, comme l'a dit Hélène, cet excès d'indignité. Les Français auront pour lui ce regain d'indulgence qu'ils ont eu pour ses prédécesseurs après leur départ du pouvoir. On l'a vu avec Jacques Chirac, c'était frappant. Hein. Peut-être, avec Jacques Chirac, c'était frappant. Je ne sais pas s'il y a le même lien quand même qui s'est tissé. Avec Jacques Chirac, un lien s'était tissé avec le temps. Avec François Hollande, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose. Mais en tout cas, son action, je pense, sera réhabilitée. Pourquoi ? Parce que c'est la question que vous posiez. Parce qu'il a posé quand même les bases d'un certain nombre de réformes qui ne sont pas extraordinaires. Mais le pacte de responsabilité, la baisse des charges. En fait, il a essayé de faire changer la gauche de culture économique. La réforme du Code du travail. Voilà, la réforme du Code du travail. Il a essayé de faire changer de culture économique la gauche. Et c'est ça qui est très difficile. Et il n'y est pas vraiment parvenu, en tout cas ça n'a pas passé, parce qu'il n'a pas su expliquer pendant tout son quinquennat l'effort qu'il demandait aux Français et l'effort surtout qu'il demandait à la gauche. Et le problème qu'il a eu d'emblée, à mon avis, c'est que paradoxalement, alors qu'il avait la majorité absolue dans toutes les assemblées, au Parlement, y compris partout, les conseils régionaux, il n'avait pas en fait la majorité pour gouverner, il n'avait pas la majorité de sa politique, de la politique qu'il voulait mener. On l'a vu avec les frondeurs. Et donc, on a été ajouter cela avec quand même, c'est vrai, une difficulté tout de même à décider, à faire des choix, en tout cas sur le plan économique ou politique clair. Ça a donné ce quinquennat chaotique qu'on a vu, mais c'est comme sur un tableau impressionniste. Quand on le regarde de près, on ne comprend pas très bien. Et puis si on prend du recul, je pense qu'on verra un peu mieux ce qu'il a voulu faire. On va revenir sur les mesures concrètes, Hélène Pilichowski, mais est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le plus grand paradoxe, l'ex-premier secrétaire qui laisse son parti en lambeaux, tout en faisant élire son plus proche conseiller que d'aucuns considèrent comme son fils spirituel. Est-ce que là, il n'y a pas aussi une vision en clair-obscur, en fait, du quinquennat ? Clair-obscur. Non, je pense que c'est pas si incohérent que ça ne paraît comme ça quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, effectivement. Je pense qu'au contraire, comme il a essayé de faire appliquer une politique qui n'était pas celle conforme au catéchisme marxiste des plus à gauche du Parti socialiste, si vous voulez, ça n'a pas été accepté parce qu'il n'avait pas le tempérament, le caractère, la volonté, la pédagogie. D'expliquer. Mais ce qu'il avait fait auparavant... C'est une question de pédagogie ou de courage ? Ou d'assumer. Les deux. Je pense qu'il n'a pas voulu assumer suffisamment. C'est un réformiste honteux. Il est réformiste depuis toujours, ça a été dit et redit, les transcourants, depuis qu'il est entré en politique, il était déjà un socialiste qui penchait pour la réforme et qui... depuis toujours. Pas un rocardien, doloriste. C'est important parce que c'est pas aussi le même discours sur l'économie. Doloriste, absolument. Doloriste, complètement même. Absolument. Bon, donc qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Pour se faire élire, il était obligé d'annoncer un programme
de gauche quand même. Et c'est ce qu'il a appliqué au début de son quinquennat, avec un choc fiscal terrible qui a mis de très mauvaise humeur toutes les classes moyennes. Parce que quand on dit dans un meeting qu'on va faire payer les riches, ça a du succès, tout le monde croit, tant mieux, enfin, Madame Bettencourt va nourrir toute la France entière. Mais après, on s'aperçoit que pour que ça rentre, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui soient touchés. Bien évidemment, il faut que l'assiette de l'impôt, il faut que le nombre de contribuables qui sont touchés par la hausse soit nombreux pour que ça fasse... Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été, et les entreprises aussi, qui ont été extrêmement pénalisées aussi en début de quinquennat. Donc, quand il s'est rendu compte que c'était dangereux, quand le rapport Gallois le lui a confirmé, il a dit c'est le moment de renverser la vapeur, à l'instigation d'Emmanuel Macron, et d'essayer de rendre la compétitivité aux entreprises françaises. C'était ça l'idée. Mais il n'a même pas, pratiquement jamais su l'expliquer aux Français en disant attention, si les entreprises continuent d'aller si mal, il n'y aura pas d'embauche, il n'y aura pas d'emploi. Il fallait qu'il l'explique avec force, et ça, il n'a pas su faire. Et ce qu'il avait fait avant au PS, c'était du colmatage, donc c'était artificiel. C'est pour ça que ça a pété après, parce que c'était une espèce de synthèse molle qui tenait à rien en fait. Et après, tout a explosé devant ce que je viens de vous expliquer, ce qui s'est passé au début du quinquennat. Bien sûr. Hervé Asquin, c'est la campagne qui l'a plombé. Autrement dit, est-ce que ce n'est pas finalement... On parle aujourd'hui de l'échec patent des primaires dans les deux partis. Est-ce que ce n'était pas finalement, lui, la première victime de ces primaires dès 2012 par la surenchère finalement à gauche qu'elle a provoquée et donc les espoirs qu'il n'a pas su par la suite nourrir et satisfaire? Je crois qu'effectivement, le malentendu vient de ce fameux discours du Bourget, où il annonce que son adversaire, c'est la finance. Et là, il y a un malentendu qui se crée avec l'opinion, et notamment l'opinion de gauche, qui va imaginer que le président va faire une politique de gauche. Évidemment, François Hollande va faire une politique plutôt à droite. Il l'avait déjà en tête, ça, au moment de ce discours, au moment de la taxe à 75%, par exemple, pour les plus hauts revenus. Il avait déjà en tête ces revirements. Il y avait là une volonté de frapper fort, de marquer un point contre Nicolas Sarkozy, ce qu'il a réussi à faire. Contre Jean-Luc Mélenchon, oui. Absolument. Et c'était donc son intention. Mais après, il y a effectivement ce retournement. Il attend, en fait, en 2012... Il attend un retournement de la conjoncture en 2013. Il est persuadé, un bon économiste qu'il est, que le cycle économique engagé par la crise de 2008 va se retourner en 2013. Et lui épargnera les choix difficiles. Voilà, et que donc il pourra très très rapidement redistribuer ce qu'il aura demandé aux Français. Et ça va tarder. Bruno Dieu. Juste sur ce discours du Bourget, parce que c'est très intéressant. En effet, quand on relit le discours, il dit mon seul adversaire, c'est la finance. Mais le propos, en fait, c'est le capitalisme. Il dénonce le capitalisme financier. Il ne s'en prend pas au capitalisme, il ne s'en prend pas aux entreprises. Mais évidemment, il y en a certains qui ont entendu ce qu'ils voulaient entendre. Exactement. Alors, je pense que ça a été fait exprès, parce qu'il est quand même assez habile, mais il s'est pris, comme souvent d'ailleurs, les pieds dans sa propre habileté. Mais le diagnostic qu'il faisait, il y a beaucoup d'économistes, y compris de droite, qui le partagent. Et les premières mesures des 60 engagements, ce sont des mesures pro-entreprise. Les toutes premières, c'est pour les PME. Et il fait quand même campagne en 2012. C'est la première fois qu'un candidat socialiste, en 2012, fait campagne, a dans son projet la réduction des déficits budgétaires. Alors, il n'insiste pas beaucoup dans ses meetings, mais il quand même en toutes lettres. Non, il ne réussit pas tout à fait, parce que tu sais qu'il avait prévu le retour à 0% en 2013, nous n'y sommes 0%. Quand même, il a amorcé la pompe. Denis de Montpion, il a commencé, il a tout juste commencé. C'était déjà un gros progrès, mais on est très loin du compte. On loue souvent l'intégrité de François Hollande. C'était d'ailleurs sur cette valeur notamment qu'il s'est démarqué très fortement de Nicolas Sarkozy en 2012 pendant la campagne. Est-ce que là, il n'y a pas quand même un véritable problème d'un dirigeant qui affiche un certain nombre de propositions qui ne correspondent pas à ce qu'il souhaite faire une fois au pouvoir? Vous voulez dire son honnêteté intellectuelle? Oui, il ne s'agit pas évidemment de son intégrité au sens parce que financier, son intégrité, elle n'est pas du tout mise en cause. Bien sûr. On dit pas charniste. Non, on parle d'intégrité intellectuelle, c'est-à-dire dire la vérité aux Français sur l'état du pays. François Hollande n'est pas un enfant de cœur. Il fait quand même de la politique depuis longtemps. Il a été couvé par François Mitterrand. Il connaît très bien les ficelles. Quand d'ailleurs, en 2012, se pose la question du mariage pour tous, c'est une loi qui, au départ, doit passer comme une lettre à la poste et va passer comme une lettre à la poste. Et c'est lui
qui, président de la République, considère qu'il faut en faire un débat de société, mettre ça sur la table, et voilà, il y a du débat, et parce qu'il a en arrière-pensée de diviser la droite qui n'est pas à l'aise sur cette question-là. Mais malheureusement, ça lui revient comme un boomerang, puisque ça s'organise, il y a les manifestations, etc., qui prennent de l'ampleur, qui se structurent, et voilà, finalement, ça lui coûte très très cher. Puisque, et surtout, il y a cette petite phrase devant le Congrès des maires, déclarant... où il déclare les maires feront ce qu'ils veulent, ils ne seront pas obligés de marier les couples. Oui, quand ils voient que ça tourne ça, c'est la dialectique de François. Donc en fait, juste c'est justement ça, pour revenir sur l'intégrité intellectuelle, parce qu'on peut se dire effectivement qu'il promet et qu'il ne tient pas. C'est ça François Hollande. Mais ça, c'est... Si vous me permettez, on a beaucoup entendu dans ce fameux documentaire diffusé sur TF1 Emmanuel Macron revenir, et on sent bien qu'il y a un certain agacement face à la procrastination. C'est beaucoup ce qu'on a reproché à François Hollande. Tout le monde a appris ce que voulait dire procrastination en France, et si vous voulez, parce qu'à partir du moment où on a compris que c'était la qualité exactement. Tout le monde a enrichi son vocabulaire parce que c'était sa qualité, entre guillemets, number one, effectivement, qui consistait à toujours remettre en disant... Quand on lui disait, il faut y aller maintenant, il faut y aller, passons à l'action, prenez votre décision, et ça ne venait jamais. Donc effectivement, ça horripilait ceux qui voulaient qu'il aille plus fort, plus vite, pour que ça soit rentable, parce qu'à force d'attendre... Il n'a pas compris l'urgence de l'époque et l'urgence des Français, ou bien est-ce qu'au contraire, comme l'a dit d'ailleurs Nicolas Sarkozy à certains de ses confidents, journalistes, la France est un pays régicide et le tissu social est très abîmé. Quel est un peu la vérité? Il y a un autre problème qui s'est posé et qu'il a très bien exposé lui-même dans un entretien avec Marcel Gauchet. Je crois que c'était dans la revue Débat, dans lequel il expliquait que voilà, il a été élu en 2012 et puis, alors c'est vrai, il a peut-être attendu la croissance comme ça de manière passive, mais ensuite s'est posé la question des attentats. Et ça, il a beaucoup insisté parce que ça a bouleversé complètement aussi son calendrier. C'est-à-dire que il a fallu... À partir de 2015. Voilà, mais enfin, néanmoins, il a fallu remobiliser des militaires, des policiers, et il a fait tout ce travail, et il a retricoté tout ce qu'avait fait Nicolas. Un mot rapide d'Hervé Asquin, et après on marquera la pause avant la deuxième partie. Vous vouliez réagir ? Oui, non, pour dire simplement que ce qui a peut-être manqué à François Hollande, c'est une ligne politique claire. Et tout le monde l'a remarqué. Quand nous l'interrogions en début de quinquennat, il était socialiste. Puis il a été social-démocrate. Il n'a jamais vraiment été social-libéral. Mais quand on lui reposait la question, finalement, socialiste et social-démocrate, c'était un peu la même chose. Donc il y a toujours eu cette espèce d'ambiguïté sur la ligne politique qui a pesé jusqu'au bout du quinquennat. Et on en revient macroniste. Et on en reparle dans un instant. Restez avec nous. La suite du débat, c'est dans un instant. France 24 est à Cannes. Rendez-vous. Billet retour.